Bonjour à tous les amis, chers entrepreneurs, chers travailleurs, chères personnes qui font partie désormais de ceux qui ont déclaré l'ouverture officielle de la saison des barbecues et des soirées jusqu'à 22h, 23h avant que la nuit tombe là et qu'on puisse enfin profiter de la vie. Et là, quand je vois un petit rayon de soleil comme ça, je me dis qu'en fait l'hiver c'est vraiment de la merde. On a vraiment des vies de merde, on est vraiment malheureux, on est moche, on est con. Je sais pas, ou alors c'est les premiers jours qui font cet effet-là. Mais en fait, t'as l'impression qu'on est en tôle. Enfin non, là j'exagère vraiment. Mais non, il n'y a aucun respect pour les gens qui sont incarcérés, derrière dédicace à ceux qui en chient derrière les barreaux. En vrai, t'as vraiment l'impression que c'est la mort en fait, l'hiver. Tu sais, il caille et tout, c'est relou, il se passe rien. Là, va y avoir les rassemblements de voitures le dimanche, les trucs, les bidules. On va kiffer notre race. Il fait beau, on va sortir les barbecues, on va se baigner. On va se laver le cul dans la fontaine et tout. Non mais ça va être top. On va vivre une belle époque, je le sens là. Bon, pour être plus sérieux les amis, aujourd'hui petit sujet sur le magasin de moto. Je vous propose d'aller directement dans ce petit magasin de moto. Et ensuite on revient avec les chiffres. J'ai sorti les chiffres là. J'ai sorti les visuels. On a sorti les camemberts, les diagrammes à bougies et tous ces statistiques. On va parler un petit peu de ce magasin de moto. Vous avez vu le titre. En ce moment, je suis dans une série. J'ai plus de merdasse à vous montrer que de réussite pour l'instant. Donc c'est pour ça que je vous parle de mon circuit qui a failli être mon circuit. Je vous parle de plein de trucs. Je vais aussi vous parler quand j'aurai des beaux bilans sur mes sociétés où je vous dis regardez les gars, on a fait tant d'euros, là on a marché, là on a fait ci, là on a fait ça. Bon là je vous montre les trucs qui vont pas, mais on a des bonnes solutions. C'est comme quand tout le monde me disait oui mais Lucien t'es le dernier de la classe, tu te rends compte que t'es la pomme pourrie qui risque de faire pourrir les autres pommes dans le panier. Mais oui, mais en attendant c'est moi qui avais la plus belle marge de progression. Allez vous faire enculer. Aujourd'hui, on est dans mon petit magasin de moto pour vous parler des chiffres. On vous avait fait un petit bilan, on avait parlé un petit peu au début. On n'avait pas encore un vrai beau bilan comptable bien fait. Là, ça y est, c'est fait. Et mauvaise nouvelle, ça pue la merde. J'ai décidé de faire cette vidéo pour vous expliquer parce que je vous fais des vidéos quand tout va bien, quand tout est beau. Mais j'ai autant envie de vous faire des vidéos quand il y a des trucs pas ouf. Et c'est le cas pour mon petit magasin de moto, on va pas se mentir. Alors quand tu le vois comme ça, il est très beau, tu te dis que tout va bien. On a décortiqué tout ce qu'il fallait dans cette petite vidéo. Je vous ai sorti les bilans comptables, les trésoreries. On va sortir tous les chiffres. Alors là, je vais pas vous dire combien je prends de millions par an, je vais vous dire combien j'en perds par mois. Donc c'est quand même un petit peu différent. Mais ça va faire bander les rageux. Ils vont dire, ah t'as vu, il perd de l'argent, il est nul en fait. Il est mauvais. On l'a jamais dit qu'on était meilleur que les autres, elle est ouf. Ah non, putain, t'as vu, chaîne principale. Faudra mettre un bip. Et donc là, on est dans notre beau petit magasin. Et malgré qu'on vende plus de 2 motos par jour, et bah des fois, on gagne pas d'argent. Et c'est facile de dire, bah oui, ça peut être ci, ça peut être ça. L'avantage, c'est qu'on a fait une analyse de ouf avec des camemberts, avec des diagrammes, avec des courbes, des frises chronologiques. On a tout fait. On a préparé un petit document. Ce que je vous propose, les amis, c'est qu'on aille au château. On va sortir tous les papiers, on va sortir tous les chiffres. On va tout décortiquer l'exercice comptable de cette entreprise pour savoir pourquoi j'ai pas gagné d'argent, pourquoi même j'en ai perdu, pourquoi j'ai un vilain bilan comptable et que les banquiers ne vont plus me faire confiance à vie, et comment on peut améliorer, comment j'ai déjà mis en place des choses pour améliorer ça, pour qu'on fasse game changer. Tu vois, qu'on adopte le bon mindset. Putain, qui ferment leur gueule ces gens-là. Ces gens-là, j'ai envie de prendre une cale en bois comme ça là, une cale de cèdre comme ça. Et les gens qui sont là comme ça, ouais les gars, de toute façon le matin faut prendre le bon mindset. J'ai envie de faire comme ça. Jeter une cale dans la tête comme ça, tu sais, qu'elle se plante là. Ouais, c'est le bon mindset. Ouais. Putain, mais laissez-nous tranquille, bande d'enculés. Donc rendez-vous au château les amis pour voir tout ça, point par point et de manière très détaillée. Bon là les potes, de retour au château, on est dans le jeu de boules là. Attention, je sais pas s'il y en a qui reconnaissent. Le petit jeu de boules, la petite bécane là-haut là. Là on a la kitchenette là, la petite cabine là. Putain mais c'est un vrai raceau de Golf 4 ici là. C'est quoi ce bordel? Il y en a une qui est à Naomi qui est neuve. À côté t'as celle à Romain. Il a tapé la bite du portail là, tu sais quand on appelle ça le petit puyon d'ancrage. Il a buté du portail. Il a ouvert le carter en deux frère. Il a vidangé l'auto là dans tout le chemin derrière. Il a crevé la roue avant droite, il a déposé le pare-choc, frère. Il est incroyable. Mais il est pardonné parce qu'il a un magnifique autocollant boiserie. Lui, il a l'holographique, Pipi, tu vois, elle a le petit gris sympa. Ça passe discretos avec la couleur de la caisse. Et là, à côté, t'as Jean-Marie sur sa petite voiture de chasseur. D'ailleurs, on dirait qu'il a mis un coup de fusil dedans. Il y a des coups de plomb partout dedans. Et le petit Jean-Marie du Seigneur, t'as vu, il a le bon boiserie patriote. Et Jean-Marie, là, tu sens que lui, c'était le patriote et rien d'autre. Il chasse, il mange une tartine de rillettes. Frère, il y a plus de rillettes que de pain. Et ça, c'est la vraie France. Il a le petit C15, là, enfin pas le C15, mais le Scudo.
avec le petit Boiserie Patriote, frère, faut pas lui casser les couilles, mec. Voilà, terminé. Et ça, j'adore. Je voulais vous faire cette petite vidéo comme un hypocrite de merde, parce que c'est facile de parler de ses échecs à chaque fois quand à côté ça va bien. Évidemment que si j'avais que mon magasin et que j'étais en train de le couler, et que j'avais que ça, je serais certainement en train de fermer ma gueule. Si j'avais que mon magasin et YouTube, tu vois, mais que YouTube me rapporterait pas d'argent, je pense que j'aurais envie quand même de déblatérer, de parler, quoi. Bon, comme on dit. Désolé, j'ai pas fait les grandes études, hein. Vous avez pas vous avez pas non plus celui qui a inventé l'eau chaude en face de vous, les gars. C'est pas ce qu'on vous promet dans ces vidéos-là. Vous êtes pas assis avec Elon Musk à la table, hein. Comme quoi, ça veut rien dire, hein. Une faute dans chaque mot, c'est pas une faute par phrase, c'est une faute dans chaque mot. Plus sérieusement, on va déblatérer. Je crois que c'est ça le vrai mot. Et donc, effectivement, je sais pas, dans ce cas-là, mais vu que je suis plus passionné par faire des vidéos et raconter, même si demain il y avait plus de vues, même si machin, je continuerai, je pense, à raconter ma life. Peut-être qu'un jour ça me fera chier, mais vu que je suis transparent, je le dirai, quoi. Ma plus grosse hantise dans la vie que j'ai aujourd'hui, c'est de plus aimer ça. Là, pour l'instant, j'ai l'impression que c'est physiquement et techniquement impossible que ça m'arrive et que je me dise, ouais, non, fais chier, quoi. Je me lasse. Je me dis que c'est impossible, mais je me dis que dans la pire des tragédies qui pourraient m'arriver, il y aurait mourir et que le problème vienne de moi. Faire je crève. Bon, là, le problème est réglé. Je suis enfoncé dans la façade du château avec mon avion. La queue, elle fait ça, frère. Moi, je suis comme ça dedans. Bon, là, terminé, je suis mort. Deuxième chose relou. Et 6 mois, d'un seul coup, je me réveille et j'ai plus envie. Je vois pas comment c'est possible et comment ça pourrait arriver, mais imagine. Bon, on en arrive au vif du sujet. Pourquoi mon petit magasin a pas bien fonctionné? Moi, comment il a fonctionné, mon magasin? Il y a beaucoup de gens qui disent, oui, mais c'est facile. Il est youtubeur. Eh ben, fais YouTube, espèce de connard. Sois youtubeur et après, tu montes ta boîte au lieu de nous casser les couilles. Tu crois que c'est plus simple? Non, mec. Tu crois que c'est plus simple de faire des vidéos qui marchent, d'avoir toujours bien passé pour tes abonnés? Alors, quand t'as Lucas, tu vois, des fois, j'ai envie de lui mettre des coups de couteau, Lucas. Les gens, ils vont dire, ouais, t'as vu comment il parle de ses salariés? Je me permets de dire ça, mais c'est vrai que des fois, je donne pas le contexte, donc je peux passer pour un bâtard. Mais Lucas, c'est quelqu'un qui est là avec moi depuis le début. C'est un vrai bon de ouf, Lucas, et on est là ensemble depuis le tout départ sur le délire La Boiserie. L'aide à mort, et voilà. Après, c'est plus un pote que quelqu'un qui travaille pour moi. Donc, c'est pour ça que je me permets de dire des saloperies sur lui. Et donc, en fait, il y a beaucoup de gens, des fois, tu sais, gueuler parce que la commande, elle est pas arrivée ou truc comme ça, mais des fois, c'est une histoire de merde, parce que sur la boîte aux lettres, il y a pas son nom. Ça revient. Mais nous, des fois, on met un peu de temps, c'est vrai, à traiter le retour, tu vois, où il y a un mail qu'on n'a pas ouvert, mais normalement, on a plein de monde dessus, mais c'est sur la quantité de colis qu'on fait, quand des fois, on en envoie 900 par jour, hors concours, forcément qu'il y a un schmilblick, tu vois, forcément qu'il y a une machine à la poste qui cavale un colis et qui nous rend un truc tout déchiqueté comme ça. Justement, je fais tout pour pas passer pour un bâtard qui essaye de dire, bah non, je te rembourse pas parce que ceci, parce que cela. On essaye de tout faire au mieux, mais forcément, sur les quantités, de temps en temps, il y a des trucs relous. On dirait ma grand-mère Denise. Je parle d'un sujet, je m'évade, je pourrais parler 8 heures comme ça, là. Tu peux faire 12 batteries sur 15 cartes SD. La vidéo, c'est un live. Elle dure 48 heures. Donc voilà, comment je fonctionne, moi, quand j'ai fait ce magasin. En gros, il y a l'argent de YouTube, l'argent facile, l'argent qui tombe du ciel, l'argent qu'on ne mérite pas, qui arrive sur une société. Au-dessus de cette société, comme je vous ai expliqué plein de fois, il y a une société mère, ça s'appelle une holding, et c'est elle qui détient les parts des différentes sociétés. Donc il y a ma boîte d'airsoft, le magasin, les machins, là, toutes mes boîtes, qui sont détenues par une holding. Et dans la holding, en fait, on fait remonter tous les excédents de trésorerie, c'est-à-dire on a déterminé les BFR de chaque société, donc c'est les besoins en fonds de roulement, c'est ce que tu as besoin d'avoir toujours sur les comptes de la boîte pour qu'elle fonctionne. Payer les salaires, les charges, les impôts, surtout les impôts. Et puis après, les quelques centimes qui restent à payer, tout le reste, parce que c'est vraiment les impôts. Non, le mec qui veut faire passer un message, c'est ça, tu te dis par exemple, t'as une boîte, tu dis il faut 200-300 000 sur les comptes tout le temps, que entre la masse salariale, une fois que t'as payé, une fois que t'as payé les impôts, une fois que t'as payé les matières premières, les produits, les nanana, il faut que t'aies, je sais pas moi, 15 000 euros sur une petite boîte, et t'as des boîtes où il faut 20 millions, tu vois. Et donc une fois que t'as déterminé ce besoin en fonds de roulement, bah si ta boîte elle fait du bénéfice, à un moment donné, si t'as besoin de 300 000 euros tout le temps pour que ce soit, voilà, que ça soit complètement fluide, etc., et que tu te retrouves jamais dans la merde, bah l'excédent, par exemple, si tu te retrouves avec 3, 4, 5, 600, 1 million d'euros, et bah l'excédent au-dessus des 300 000 dont tu as besoin tous les mois, bah tu vas le faire remonter dans la holding. C'est avec cette holding que je vais placer l'argent. Si j'ai 50 000 euros de côté ou 100 000 euros de côté, et bah je vais négocier avec ma banque un taux d'intérêt pour des comptes, soit des comptes à terme, soit des comptes bloqués, soit des comptes de trésorerie qui permettent de rapporter un petit peu de sous, vu que tu n'utilises pas cet argent et que t'en as pas besoin dans l'immédiat. Et c'est après, avec cet argent-là, que tu vas pouvoir redescendre l'argent, l'excédent de toutes les boîtes. Une fois qu'il est dans la holding, tu vas pouvoir le redescendre dans des nouveaux projets ou dans la consolidation d'une boîte qui va pas bien ou des choses comme ça. Ou dans l'achat d'une Richard Mille. Très dur à justifier en cas de contrôle fiscal. Que t'as été mettre 500 000 euros dans une montre, c'est très très compliqué. Je suis sûr qu'il y a des gens qui ont fait ça. Mais il y a des gens qui sont assez intelligents pour monter une boîte d'achat, de revente de montres, d'embaucher un mec, pour faire un peu de deal. Tu sais, il achète quelques Rolex, il les achète, il les revend. Tout ça pour passer des Richard Mille ou sa passion des montres sur ses boîtes finalement. Et si tu fais ça, t'es boulanger, t'as une boulangerie qui fonctionne bien, t'as envie de t'acheter une Ferrari. Tu n'as pas le droit de l'acheter avec ta boulangerie. Par contre, tu montes une holding, tu crées une société, un garage, avec un salarié, avec un local. T'achètes un peu, tu revends à droite à gauche les voitures. Avec cette société, t'achètes un véhicule de démonstration. Là, t'as le droit de t'acheter une Ferrari. Et au départ, l'argent, elle provient de ta boulangerie. Alors le vrai distinguo, c'est est-ce que ça vaut le coup de faire tout ça? Est-ce que t'as vraiment besoin du garage ou c'est
c'est uniquement pour t'acheter une Ferrari. Parce que dans ces cas-là, autant te sortir l'argent en dividende, tu payes tes 30%, et voilà, et tu t'achètes ta Ferrari puis tu fais pas chier, quoi. Il y a plein de montages qui sont possibles. Donc moi, c'est comme ça que je fais. Donc avec ma holding, bah, j'avais remonté de l'argent depuis tout le temps, je remonte de l'argent dedans. Et puis j'ai lancé mon magasin de moto et j'ai voulu faire un truc cool. J'ai acheté des motos, on a monté le local avec Médéric à Nantes, à côté du centre Shiftech. Et donc dans ce local-là, je me suis dit bah je veux faire un truc stylé. Donc j'ai peint les plafonds en noir. On a mis les treuils pour que les motos elles soient accrochées au plafond. On a fait faire un beau comptoir en bois. On en a profité pour faire un aménagement à l'étage et profiter de la surface pour avoir un logement en haut. On a fait un bel atelier. On a acheté les servantes, on a acheté les ponts, on a acheté les produits, on a acheté le stock avec toutes les motos. Il a fallu acheter un stock. Il y en a eu à peu près pour 300 000 € de stock de motos. Et plus les travaux, tu vois, mettre les fenêtres, les clims, les portes, les systèmes de caméra, les systèmes de télésurveillance, les rideaux en ferraille qui descendent derrière les portes, qui font que bah du coup j'ai avancé de l'argent. J'ai avancé à peu près 500 000 € pour faire le magasin. L'avance de trésorerie que j'ai fait, parce que le magasin évidemment, tant qu'il n'était pas ouvert, il n'a pas généré un centime. Donc quand tu ouvres le magasin, il y a deux solutions. Soit tu commences petit dans ton garage et tu évolues avec le temps. Et avec l'argent que tu gagnes et avec les années, tu commences avec 2 motos, après avec le bénéfice, t'en achètes une troisième, et nanana. Après tu commences à louer un petit local, et après t'en loues un plus gros, puis après tu finis par l'acheter, etc. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. T'as déjà de l'argent à côté comme moi, vu que j'avais déjà d'autres trucs avant, bah tu peux tout de suite lancer un truc un peu plus sérieux, et tu vas griller plein d'étapes, tu vas griller plein d'années de développement de quelqu'un qui serait parti de zéro. Et donc c'est pour ça que moi j'ai acheté le bâtiment, j'ai mis tout de suite des belles peintures, j'ai tout de suite eu, je sais plus moi, il y avait je crois 50 ou 70 motos dans le magasin déjà dès le départ. Donc tout ça bah ça coûte de l'argent. Donc j'ai lancé le projet en faisant un truc cool et solide et qui avait de la gueule. Et les premiers jours d'ouverture, les gens quand ils sont rentrés dans le magasin, ils ont dit what the fuck, tu vois. Et aujourd'hui, tu vois, on y était encore ce matin au magasin pour une autre vidéo. Quand les gens arrivent dans le magasin, le premier réflexe c'est de sortir le téléphone et de faire ouah les motos au plafond et tout, tu vois. Donc je suis trop content d'avoir fait ça. Bon, par contre, je gagne pas d'argent. Donc ça, je vais vous l'expliquer. Je vais vous l'expliquer juste après. Voilà le fonctionnement pour ce magasin-là. Mon délire, la boiserie, bah évidemment, c'est comme ma boîte d'airsoft. J'ai commencé en injectant 5 000 €. On n'a pas été, voilà, j'avais pas de thunes de toute façon quand j'ai lancé la boîte d'airsoft. Donc j'ai mis 5 000 € de premier matériel et on a fabriqué le site nous-mêmes et tout. La boiserie, c'est pareil, quoi. On est parti de zéro. Mais maintenant, quand t'as fait 2-3 thunes, quand tu lances un projet, bah tu peux te permettre de faire un truc dès le départ stylé, à condition d'avoir une belle projection et avoir les choses en face. C'est un peu les erreurs de débutants, voilà, c'est pour ça que je voulais faire surtout cette vidéo. Erreur de débutant, pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai mal anticipé, j'ai mal extrapolé ce que pouvait générer un magasin de moto et dès le départ, je me suis mal renseigné sur les marges qu'on pouvait avoir sur les motocross. Moi, en fait, c'est un rêve de gosse que j'ai réalisé. Et à la fois avec l'airsoft aussi, donc il y a des gens qui... En vrai, c'est marrant, il y a vraiment des gens qui me pensent pour un génie des affaires et qui me prennent pour un entrepreneur de ouf et tout. Et c'est des erreurs, mais à la fois, c'est aussi un peu de folie des fois que j'aurais pas fait en ayant bien réfléchi. Par exemple, ma boîte d'airsoft, c'est pareil, c'est un rêve de gosse, mais c'était plutôt l'idée de se dire, bah tiens, je vais lancer une boîte, ça va me permettre de payer mes frais d'airsoft, ça va me payer mes répliques, mes billes, tu vois. Et j'ai lancé la boîte sans me préoccuper du prix d'achat des trucs, tu vois. Je suis un peu un handicapé mental d'avoir fait ça. Mais en même temps, aujourd'hui, on a une super belle boîte. Comme je vous ai montré dans une vidéo il y a pas longtemps, on est même pas à la moitié de l'année, on a déjà fait 1,2 million d'euros TTC. Si le résultat est pas du tout ouf à la fin, bah on a quand même une boîte qui va faire entre 1,5 million et 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Bah c'est stylé quoi. Tu vois, même si à la fin on a que 50 000 € de résultats, on s'en fout. On a une boîte qui tourne, il y a des gens qui sont bien payés, il y a un beau magasin, il y a du stock, etc. Bon bah voilà, à la fin on aura quelque chose de payé, on aura un crédit à la banque qui sera payé, il y aura un magasin qui sera à moi. Et voilà, dans 15 ans si ça va toujours bien, et ben je prendrai 1 million d'euros parce que le bâtiment il aura été remboursé et puis ça sera magnifique, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est pas grave finalement, ma boîte d'airsoft, j'avais pas calculé les marges. Mais c'est moi qui est un peu con. Alors que le magasin de moto, pareil, c'était un rêve de gosse. Moi, j'ai commencé à LG Sud 49, à Brissac 15 €. Moi, j'arrivais avec mon 250 CR quand j'avais 14 ans. J'arrivais chez Ludo, je bossais, j'étais passionné. Je me revois exactement, j'ai exactement la sensation d'excitation quand je regardais mon patron Ludo et que je me disais, mais jamais je pourrais faire comme lui. J'avais une espèce de bride où je me disais, mais je pourrais jamais, et j'ai pas fait comme lui. Je suis qu'une merde, en fait. Parce qu'en vrai, mon rêve ultime, c'était d'avoir mon magasin de moto et d'avoir la relation client que j'ai perdue à partir de chez Kawasaki et Honda et d'avoir la relation client, d'avoir le côté gestionnaire, de gérer le magasin, les ventes, gérer l'atelier parce que je voulais avoir les mains dans les moteurs. Et finalement aujourd'hui, bah, j'ai un magasin, on a des clients, on a un atelier, mais c'est pas moi qui le fais. Mais je peux pas, que c'est stylé ce que je fais. Évidemment, si tu me demandes de choisir entre faire des vidéos où je conduis un tank et après je suis dans mon Monster Truck et après je vais dans un avion et après je conduis une Aventador et tout ça, évidemment que je vais choisir le truc d'hypocrite. Mais en vrai, c'est pas un truc d'hypocrite parce que ça me fait surkiffer de faire tout ce que je fais ici et tout dans le château et tout, c'est incroyable. Mais je me dis quand même des fois qu'il y a une partie de ma vie, il y a une frustration où je me dis bah je ferai pas ce dont j'ai le plus rêvé dans ma vie, c'est-à-dire travailler dans mon magasin de moto. Et du coup, j'ai envie des fois de
de me prendre des vacances. Pendant un mois, je stoppe tout, frère. Et mec, je suis au magasin de moto et je vends des motos et je suis à l'atelier, etc. Mais si tu veux, ça serait pas possible non plus. Parce que chaque personne qui rentrerait dans le magasin, les gens le sauraient que je serais en train de travailler au magasin de moto et je passerais pour l'enculé de service. Les gens savent que je suis dans l'atelier et que je sors pas faire des photos. Et si je suis en train de vendre une moto, si tu veux, tout le temps, il y aura des gens qui vont attendre pour faire des photos. Et le client qui veut acheter une moto, ça va le saouler. Tu vois ce que je veux dire? Il va se dire, attends, le mec, il me vend une moto, mais après, il va faire des photos avec des gens, après, il revient. Tu sais, je vais passer pour le relou. Et il y a des gens qui peuvent ne pas comprendre ces trucs-là, etc. Et donc, je sais que ce serait compliqué à mettre en place aujourd'hui avec les gens qui me reconnaissent et tout dans le magasin. Mais ça pourrait quand même se négocier, se bidouiller. Faudrait que je dise à personne que je suis au magasin de moto. Faudrait pas spécialement que je filme et que je dise que je suis là-bas. Et j'aimerais bien, mec, faire ça et gérer le magasin de moto, mais vraiment, genre en étant sur le terrain, quoi. Mais en tout cas, le magasin de moto, pour revenir sur le sujet de départ, t'as vu, c'est horrible, hein, quand je m'égare pendant 8 ans, frère. Ah, tu dis oui en plus. Genre vraiment, tu trouves ça horrible. Non, moi je vois les 1h30 de rush après qu'il faut condenser. Eh ben non, faut pas les condenser, mec. Ça fera un podcast, les gens seront peut-être contents. Et voilà, il y en aura une partie qui sera peut-être déçue. Et il y en a qui seront contents que je raconte ma putain de vie de merde. Et donc en gros, c'était un rêve de gosse de faire ce magasin, parce que je voyais mon patron, Ludo, et je me disais, mais mec, je rêve de faire ça et tout. Et c'était comme une évidence le jour où j'avais de l'argent de pouvoir faire un magasin de moto et de me dire, bah je vais faire ça. Alors je suis content parce que j'ai un magasin de moto. Voilà, première année, je fais 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Mais attention. Parce que les gens, ils vont sur société.com, ils regardent, mais ça veut rien dire ce qu'il y a là-dessus. Déjà, il y a pas toutes les sociétés, il y a pas l'organigramme, il y a pas le truc, et il y a pas le résultat de toutes les boîtes. Tu vois, alors moi, je suis pas le fanfaron en train de dire, ouais, moi, j'ai monté un magasin, en 1 an, j'ai fait 1 million, machin. Déjà, je fais pas ça. Mais il y a plein de gens qui font ça. Tu sais, qui se disent, ouais, mais nous, on fait tant de chiffre d'affaires. Mais attends, frère, parle-nous de ta trésorerie actuelle, parle-nous de ton résultat. Voilà, parle-nous de tes immobilisations, parle-nous de tes amortissements, et puis après, on en reverra, tu vois, on en reparlera. Et moi, aujourd'hui, j'ai un bilan qui est dégueulasse sur mon magasin de moto. Il est pas beau. Et il y a plusieurs raisons à ça. Alors oui, on fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires. J'ai 14% de marge. 14% de marge, c'est pas ouf, hein. Quand tu fais 1 million d'euros de chiffre d'affaires, t'imagines le résultat net. Donc on a pas quelque chose de très beau. Alors là, on a sorti des petits chiffres. Donc on a le chiffre d'affaires, la marge sur les pièces, les motos, la main d'œuvre, etc. Et en fait, on s'est rendu compte d'une chose, tu vois là, en chiffre d'affaires. Donc là, on a 1 million d'euros de résultats. 14% de marge. Si tu prends le taux de marge des entreprises qui ont le même code APE, donc des autres magasins de moto de toute la France, en moyenne, commerce, réparation de motocycles en 2022, on est à 25% de marge. Et sur les marchandises, donc ce que tu vas vendre autour de la moto, t'es à 21% de marge. Et nous, en comparaison à ça, on a 14% cumulé sur les motos plus les pièces. Donc on a 22% de marge sur les pièces. C'est pas dégueulasse, mais c'est pas ouf. Mais on a très peu de pièces. Alors je parle 2023, c'est quand même le début, hein, les gars. Attention, on a très peu de volume comparé aux motos. Sur les motos, j'ai 12%. Donc c'est que dalle aussi. T'achètes 100 000 euros de moto, ça veut dire que tu sors de ta trésorerie 100K pour rentrer 115 000 euros, 110 000, tu vois. C'est vraiment un business qui est compliqué au départ parce qu'on n'a pas des taux de marge qui sont énormes. Mais moi, les miens, ils sont vraiment encore 2 fois pires que la moyenne en France. Donc pourquoi je suis si mauvais, tu vois. Et donc là, on s'aperçoit de plusieurs choses. On a tiré des statistiques. Et ça, c'est là le gros avantage, en fait, si tu veux, d'avoir quelqu'un comme Romuald qui a rejoint mon équipe dans le groupe La Boiserie, pour pouvoir faire des situations, pour que tous les mois on ait des graphiques, des chiffres, et qu'on se dise voilà, on a tant de pourcents de marge, on a tant de taux d'évolution par rapport au mois dernier. Pourquoi? La saisonnalité, il manque un employé, on a vendu plus, il y a la saison de motocross qui est repartie, c'est l'hiver, les gens ils roulent moins, machin. Donc on a 1 milliard de facteurs, 1 milliard de paramètres, et une fois qu'on met tout en branle, ça nous donne des choses. Et moi, vu que c'est un milieu que je connais quand même, parce que j'ai fait mon CAP, un bac, mécanique moto, j'ai travaillé dans beaucoup de magasins moto. Bah, d'ailleurs, toute ma vie, quand j'ai travaillé, c'était dans la moto, quoi. Donc c'est un truc que je connais. Et là, on se rend compte du problème de mon magasin de moto, parce qu'on vend beaucoup de motos, mais on a une mauvaise négociation auprès des achats, parce que 12% de marge, en vrai de vrai, c'est le prix, mais on a un premier problème. On n'est pas concessionnaire d'une marque, à part YCF. Donc avec YCF, ça va bien. C'est là où on a les meilleures marges. Mais c'est pas énorme. Et sur des grosses motos, par exemple les motos neuves, il y a des motos qu'on vend 11 000 euros, on les achète 10, les gars. Mais quand je dis ça, des fois, il y a des gens, ils doivent se dire que je me fous de leur gueule ou que c'est pas vrai, tu vois. C'est pour faire, on est des pauvres malheureux, donnez-nous de l'argent. Mais non, quand j'ai un pote à moi qui se dit, ah le bâtard, il m'a cassé que 1 000 euros sur la moto, bah, c'est parce que j'ai 1 000 euros de marge dessus, en fait. C'est-à-dire qu'une moto que t'achètes 10 000, si je te la vends en neuf, bah, c'est parce que je l'achète neuf, tu vois, si c'est un pote à moi. Et dans sa tête, au fond, il va se dire, ah le bâtard, t'as vu, il me fait pas un prix de ouf. Il croit que je vais lui vendre 3 000 euros. Mais mec, tu vois ce que je veux dire. Et donc, on a vraiment des marges pas ouf. N'étant pas concessionnaire de Honda, de Kawasaki, de KTM, on n'a pas des rétrocessions très intéressantes. C'est-à-dire que nous, on achète soit des magasins de moto directement, ils sont revendeurs, donc il y a la concession qui leur donne la moto, mais nous, on récupère la moto d'un concessionnaire, c'est-à-dire que lui, il reprend une petite marge dessus. Et on a des boîtes comme Honda et tout qui jouent vraiment le jeu avec nous et qui nous donnent une belle marge. Et c'est comme ça qu'on arrive à s'en sortir, c'est avec le volume en fait. On s'aperçoit d'un problème, pourquoi on a un bilan qui est moche à la fin de cette année? Parce que, mine de rien, on vend beaucoup de motos. On vend une moto par jour en moyenne.
C'est énorme. Il y a pas beaucoup de magasins finalement qui font ça. Nous, à la fin du mois, on vend 35, 36, 40 motos des fois. Donc c'est-à-dire qu'on vend plus qu'une moto par jour. Donc c'est super stylé. Tu te dis mais comment le mec peut avoir des clients, vendre la moto et comment ils sont si mauvais en gestion. Une erreur de refacturation, une erreur de calcul. En fait, j'ai aussi changé une partie de l'équipe. Il faut dire aussi la vérité. J'ai travaillé avec des gens au début dans le magasin de moto qui étaient pas faits pour ce métier-là et qui étaient des gens qui étaient adorables dans certains contextes, qui étaient pas faits pour vendre des motos ou qui étaient pas les gens les plus motivés de la terre. Donc on a changé une partie de l'équipe. Et aujourd'hui, Sylvain que vous connaissez, qui est le mécanicien historique, aujourd'hui c'est lui qui gère tout le magasin, mais qui le faisait déjà avant finalement. C'est un mec qui a la dalle à mort. Et les gens qui envoient des messages le dimanche, lui il leur répond. Et quand il y a quelqu'un qui envoie sur telle plateforme ou telle plateforme, il répond sur toutes les plateformes. Et les gens ont ce côté réactif de pouvoir demander des infos sur Instagram et tout de suite il reçoit des photos et tout de suite il a des infos et ça répond tous les jours sur les annonces Le Bon Coin. Et c'est vrai que quand t'as une équipe qui est pas super motivée, que les gens ils sont pas, tu vois, ça traîne depuis 2, 3 jours, 4 jours, t'as rentré des nouvelles motos mais elles sont pas sur Le Bon Coin, elles sont pas sur les annonces, elles sont pas sur le site et tout. C'est-à-dire tu loupes des journées ou des semaines de vente. Et donc en fait il faut avoir des gens réactifs. C'est-à-dire que la moto quand elle est arrivée c'est photo, annonce, machin. Sauf que c'est la difficulté quand tu gères d'autres boîtes comme moi. T'es pas sur place. Évidemment que si j'étais sur place, un quart d'heure après que la moto elle soit arrivée, je me serais assuré qu'elle soit à vendre sur internet, tu vois. Mais tu peux pas arriver et menacer tout le monde, frère. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas, à un moment donné, quand les gens ils sont pas acharnés, tu peux pas faire des miracles. Et donc malheureusement, ça passe par la case. Il y a des gens avec qui tu dois arrêter de travailler. C'est ce qui s'est passé dans mon magasin de moto. Donc déjà ça, c'est 50% du résultat. C'est clair et net. Si t'as les mauvaises personnes dans ton équipe ou des personnes qui sont pas à l'aise ou qui sont pas à leur poste, pas forcément que c'est une mauvaise personne, c'est que c'est une personne qui n'est pas faite pour ce travail-là ou c'est une personne qui a pas envie de faire ce travail-là. Et ça change tout. Il fait ce mongolien. Je sais pas. Lui il est fou lui aussi. Mais j'aime beaucoup ce mec là. Tu l'aimes, toi c'est ton pote, c'est pour ça que tu l'aimes bien. Moi je le kiffe à mort qu'il y a dans le... Mais c'est une merde des fois, je veux faire du vélo avec lui, il est jamais là. C'est toujours une excuse. Ouais, c'est vraiment une salope. C'est pour ça que malheureusement il faut veiller aussi à ça. Ça change tout pour un magasin. Et donc on a eu beaucoup plus de réactions, beaucoup plus de ventes, les motos se vendent beaucoup plus. Et le fait qu'on ait plus de volume, même si t'as pas beaucoup de marge fois plein, ça fait quand même toujours plus de un petit peu. Que tu gagnes 100 € ou 1 euro. Si tu gagnes 3 fois 100 €, vaut mieux gagner 1 milliard de fois 1 euro, tu vois ce que je veux dire? Bon, en gros, c'est le même principe. Donc, même si on gagne pas beaucoup d'argent, qu'on n'a pas des belles marges, plus on vend de motos, plus ça va mieux quand même. T'as vu la belle voiture de Nat, là? C'est pas possible, ça. Oh là là, Nathalie, elle a ressorti les 2 daily. On s'emmerde pas ici. Putain. Je peux te dire que Nathalie, elle en a rien à branler que la boîte, elle soit en déficit. Elle est passionnée de voiture, comme son fils. Elle m'a inculqué les bonnes valeurs, Nathalie. Elle m'a dit mais t'as qu'une vie, fais-toi plaisir, putain. Tu veux une deuxième Aventador? Mais fais-toi plaisir, Lucien, merde. Mais c'est logique, tu devras déjà avoir 2 Aventador. Et deuxième problème qu'on a remarqué directement quand on a commencé à tirer beaucoup de statistiques de ce magasin, c'est qu'on refacturait pas du tout, mais alors pas du tout. Et ça c'est encore une fois un gros problème quand t'as une mauvaise gestion, si tu veux, de la facturation, des papiers et tout dans ton magasin. De juillet à septembre. Donc il y a eu 900 heures atelier de payés, donc ça veut dire que moi j'ai payé des gens qui ont passé 900 heures à travailler dans mon atelier. On a facturé 76 heures. On a facturé 8% des heures qui étaient passées dans l'atelier. Donc en fait il était là le vrai gros problème de mon magasin. Le taux horaire facturé moyen dans un magasin de moto, la main d'œuvre moteur, c'est les chiffres officiels que tu trouves sur internet, c'est pas moi qui dis à peu près. C'est 60 €. Une heure de main d'œuvre moteur quand tu changes un vilebrequin, quand tu refais un piston, etc. Nous on facturait 40 €. Et la main d'œuvre cycle, c'est-à-dire quand tu changes un pneu, que tu fais une vidange, tu mets une housse de sel, tu changes un guidon, des carénages, un phare, la moyenne c'est 49 € de l'heure que c'est facturé. Et nous on facturait 31. On a un vrai gros problème. Si tu veux, on s'est retrouvé avec des différences énormes à la fin de l'année. Mais moi j'ai commencé mes statistiques au bout d'1 an. On a travaillé sur les stats au bout d'1 an parce que j'avais pas encore Romuald dans mon équipe. Et quand on fait plein de choses, on peut pas tout faire. Donc je pouvais pas moi me rendre compte que ça posait un énorme problème, qu'on soit très compétitif au niveau des prix de la main d'œuvre. Donc moi je me suis pas mis au taux moyen parce que je trouve que 60 €, bon c'est peut-être voilà. Mais déjà ça a tout changé parce que déjà tu rentres plus d'argent sur la main d'œuvre. Mais c'est surtout qu'en fait il y avait un gros problème de facturation. C'est un truc tout con, mais déjà comptablement quand t'as une moto neuve, tu la prépares. Si t'as passé 30 minutes dessus pour la préparer pour la vendre, brancher la batterie, la nettoyer, coller le kit déco, changer un pneu, faut que tu le factures. Il faut que ça rentre dans la facturation. Même si le client il est pas impacté parce que tu lui offres, mais dans la compta faut que ça soit décompté, faut qu'on compte où est passé ce temps. C'est dans la préparation des véhicules neufs. Comme ça après tu peux tirer des statistiques et savoir combien ça te coûte un véhicule neuf à préparer. Et ensuite il y avait énormément d'heures qui étaient pas facturées au client tout simplement. Et on dépanne un truc et machin et on fait jamais la facture et voilà parce qu'on a plein de trucs, on est débordé tout le bordel. On a changé cette façon de faire. On a simplement facturé des heures qu'on facturait pas avant, qu'on facturait mal ou qui étaient des fois on disait t'inquiète, t'as fait ton moteur, je t'offre la main d'œuvre. Mais sauf qu'en fait tu peux pas faire ça, c'est normal, on débutait, on s'est lancé, on a commencé dans ce milieu-là, mais des fois tu veux être très commerçant,
mais ça change rien des fois à la fin pour le client. Mais toi, au final, si tu factures pas tes heures, mec, ça passe dans quelque chose d'autre, tu sais pas comment c'est possible, ça rentre pas dans la compta, et c'est un vrai merdier. Et nous, il est là. Donc nous, maintenant, on a revalorisé un peu nos mains d'œuvre, nos taux horaires de main d'œuvre, et on a simplement maintenant le client quand il vient faire une vidange ou quand il vient faire un entretien chez nous, on va vraiment facturer le vrai taux horaire. Voilà, sauf qu'évidemment, si on a un emmerdement, on est toujours commerçant. Je suis pas en train de dire que ça coûte 10 fois plus cher de faire entretenir sa moto dans le magasin, mais c'est que des fois, on facturait pas du tout. C'est lunaire ce que je suis en train de raconter, mais c'est comme ça. Ça fait 1 an, on vient de se lancer. Dans tous les cas, on a avancé énormément d'argent, comme je disais tout à l'heure, à peu près 500 000 euros. Et donc, nous, on a un crédit à la banque qu'il faut rembourser pour le bâtiment, pour les murs. Mais tout ce qu'on a mis dedans, il y a 500K qu'on a avancé. Donc, faut rembourser tout ça. Et donc, on savait qu'on ferait pas de l'argent. Hors remboursement, le bilan est pas propre, si tu veux. Donc, c'est là que ça pose un gros problème. Parce que déjà, on doit rembourser ma holding qui a avancé 500 000. Mais si en plus de ça, on n'arrive pas à générer de l'argent sans même parler de rembourser la holding, ça pue vraiment la merde. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Après, on s'est rendu compte qu'on avait des achats chez des fournisseurs. Donc, il y a des fournisseurs, tu vois, là, je vais pas donner les noms de mes fournisseurs, mais on a 200 000 chez quelqu'un, 163 000 chez quelqu'un d'autre, 102 000 chez quelqu'un d'autre. On a des concessionnaires avec qui on travaille pas énormément. Mais à l'année, ça représente 70 000 euros. Un autre, 54 000 euros. On a d'autres magasins avec qui on travaille sur des produits un peu spécifiques, 20 000 euros, 20 000 euros. Bon, est-ce que c'est pas la bonne occasion au bout d'1 an? Parce qu'on parle quand même de sommes où au début, on parle de 160 000 euros, 170 000 euros, 223 000 euros. On a quand même des fournisseurs chez qui on achète du matos. Parce qu'on n'a pas moyen de renégocier tous les enjeux économiques de la boîte en passant par les fournisseurs. Le total général, donc sur mon bilan à 1 million d'euros de chiffre d'affaires TTC, on a quand même 719 000 euros d'achat. D'où la marge qui est pas folle, parce qu'une fois que tu as fait tes 719 000 euros d'achat, après, faut que tu payes quand même les salariés, l'électricité, la flotte, les impôts, l'impôt pas l'impôt sur les sociétés, on n'en paye pas tellement parce qu'il faut faire de la marge pour faire ça, mais bon, t'as compris. Et donc on a commencé à faire une campagne de renégociation avec nos meilleurs fournisseurs en leur disant voilà, aujourd'hui on a acheté 200 000, est-ce qu'on peut envisager de faire quelque chose de plus propre, d'avoir quelque chose, renégocier nos tarifs d'achat, etc. Et ça a tout changé. On a aussi écrémé, c'était une volonté, le nombre de fournisseurs pour ne plus en avoir je sais pas moi, une vingtaine et en avoir un peu moins, mais du coup renégocier des conditions commerciales, parce que si t'en as moins, celui qui récupère 2 fois ce que tu lui faisais avant, il va peut-être être plus regardant sur le fait de te faire un prix. Donc on a beaucoup travaillé avec nos fournisseurs. On a également aussi on a acheté des tel YCF, on a acheté telle moto, on a acheté des pantalons, on a acheté des leviers, et au bout d'un moment tu te rends compte de ce qui marche, ce qui ne marche pas. On a essayé de revaloriser notre stock, parce que c'est vrai qu'on avait un stock des fois qui était trop long, et nous on le calcule en nombre de jours. Et des fois t'as des motos, et ça c'était la problématique de la première année. On avait des bécanes qui étaient là depuis beaucoup trop longtemps. Et on était en 2023, on avait encore des 2021 qui étaient en stock, tu vois. C'est le tas de merde à Hugo. Il y a des choses qu'on savait pas, tu vois. Au début, on a commencé à acheter, les motos de trial, tu vois. On était parti pour acheter 3-4 motos de trial. Et le problème, c'est que t'as aussi des gens qui jouent pas le jeu, tu vois. T'as des gens qui jouent pas le jeu et des fournisseurs qui sont là pour te défoncer. Lui, le fournisseur, il sait que te vendre 3 000 euros de pièces de moto de trial, il sait que ça marche pas, il sait que ça se vend pas. Mais lui, il veut faire de l'oseille, donc il va te coller ça dans la gueule parce que toi, t'y connais rien. Tu vois, comme le mec qui va te vendre les mauvais fluides. Heureusement, on travaille avec des super fournisseurs comme Ippon, comme des boîtes avec qui on travaille depuis des années, qui vont nous dire prends pas ça. Par rapport à ton secteur d'activité, tu vas pas le vendre. Tu vois, quand tu connais pas, comme nous, quand on était débutants. Pourtant, on connaissait un peu. Moi, j'ai fait du trial pendant 10 ans. Le trial, tu vois, on a pris des motos, on en a pris pour 50 000 euros. Mais mec, quelle erreur! Je les ai encore aujourd'hui dans le magasin, tu vois. Faut trouver le client qui veut ça. Et aujourd'hui, les motos, je vais devoir les vendre moins cher que je les ai achetées pour pouvoir m'en séparer. Parce qu'on est en 2024 et que ça doit être des 2022, tu vois. La moto que j'ai achetée 11 000, je vais devoir la mettre à 9 999 pour la vendre, tu vois, pour m'en séparer. Pour pas que dans 18 ans, frère, elle soit dans ma collection et que je me dise, j'ai 2 motos de trail. Avoir le bon stock, si, ça fait partie des enjeux économiques du magasin. Donc on est au bout d'1 an. C'est pas dramatique. On n'a pas perdu de l'argent, on n'a pas un trou de 500 000 euros dans la caisse. C'est quand même frustrant d'avoir un magasin de moto où tu dois de l'argent à ta holding parce que tu as avancé de l'argent. Fin de l'année, tu te rends compte que tu fais pas de bénéfices, même tu perds un peu d'argent, tu vois. Et donc ça, c'est un peu problématique. Deuxième chose en fait qui nous plombait un peu la gueule, c'est le remboursement, les loyers en fait que paye. Tu sais, t'as une société qui achète un bâtiment, ensuite tu loues. La société qui achète, elle rembourse le crédit à la banque et elle va louer en fait les locaux, ce que je fais avec toutes mes boîtes. D'ailleurs, mon château, c'est ça. La partie où on a nos bureaux, ma SCI, donc ma société civile immobilière, elle va louer à mes activités. Par exemple, l'atelier, elle va louer à ma boîte atelier la surface des mètres carrés qui sont utilisés où il y a Dylan et Naomi. Les nouveaux bureaux où il y a la partie compta, etc. Elle va louer une partie, ma SCI, la SCI du château, parce que j'ai constitué une SCI pour acheter le château. Donc c'est la SCI qui a levé les fonds auprès de la banque, plus l'apport que j'ai fait moi. Et c'est ensuite elle qui va relouer aux différentes entités qui utilisent le château. Donc moi, à titre personnel, Lucien et ma mère payent un loyer à titre perso, donc on sort l'argent de nos comptes perso.
et je paye à ma SCI un loyer. Ma grand-mère devrait le faire, mais c'est moi qui paye pour elle. Mais en gros, il y a quand même un loyer au nom de ma grand-mère. Il y avait un loyer pour Essentiel Airsoft parce qu'avant les gars étaient dans le sous-sol du château pour la boîte d'Airsoft. Maintenant qu'on a ouvert le magasin, bah, ils ont un magasin. Mais avant Essentiel Airsoft payait les mètres carrés qu'ils utilisaient. Et tous les nouveaux bureaux, bah, pour la partie montage, la partie YouTube, la partie comptabilité, etc., la boîte de communique, bah, tout le monde va payer un peu ces mètres carrés à la SCI pour qu'à la fin le calcul soit bon, parce qu'en fait on divise au prorata des mètres carrés utilisés. À la fin, bah, si tu veux, je crois que le château on doit rembourser 6 600 € par mois, et nous on met toujours 15% ou 20% de marge pour que la SCI ait toujours un petit excédent, elle ait toujours un petit truc en plus, parce que c'est la SCI par exemple qui va payer, bah, je sais pas moi, le portail, c'est la SCI qui va payer quelques travaux, quelques trucs. On a toujours besoin qu'il y ait un résultat excédentaire, et au bout de la fin de l'année, bah, si tu dois 6 600 € par mois à la banque et que la SCI elle les recueille, je sais pas moi, 10 000 € par mois, bah à la fin de l'année, 4 000 plus 4 000 plus 4 000 plus 4 000, bah ça fait quand même pas mal d'oseille. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de surfacturer un petit peu, pour que ce soit pas le reflet de la réalité, pour que ça colle pile au financement, pour que la SCI ait toujours un petit peu d'argent. Et chaque SCI que j'ai monté, parce qu'à chaque bâtiment j'ai monté une SCI. Alors pour des petits bâtiments, des petites maisons, j'ai des SCI où j'ai plusieurs biens dedans, mais j'en ai plusieurs. Mais par exemple pour le château, c'est plus d'1 million d'euros. Bah le château, j'ai fait une seule SCI, tu vois, pour bien isoler les trucs. La SCI du magasin de moto de Nantes, avec Shiftech, bah, elle va louer nos boîtes, et donc le magasin de moto, lui, il doit rembourser. Sauf que c'est un bâtiment neuf qui a coûté 1 million d'euros. Divisé en deux, ça fait à peu près 2 cellules à 500 000 entre Shiftech et le magasin de moto. Et le loyer, il est beaucoup trop élevé. Ah bah merde, j'ai pas l'info. Moi, j'ai pas l'info. Bon, peu importe. On doit payer pareil, je sais plus combien, mais dans les 6 000 € ou 4 000 €, je me rappelle plus, j'ai plus le prix exact. Mais ça veut dire qu'en fait, bah, tous les mois, en plus de payer les salariés, les charges, l'électricité, bah à la fin on doit ressortir ces 4 000 € ou ces 6 000 € que tous les mois qu'on doit sortir pour rembourser entre guillemets le prêt de la SCI. L'autre problème, c'est qu'on a de la surface qui est pas utilisée. En fait, l'étage, je pensais vraiment que j'allais y aller beaucoup plus souvent, c'est pour ça que je m'étais aménagé un appartement, j'ai dépensé de l'argent là-dedans. J'avais mine de rien, j'ai acheté des télés, on a mis une cuisine, on a mis un micro-ondes, on a mis un lit, tu vois, bah tout ça c'est de l'argent pour meubler et tout, et je l'utilise pas cet appartement. Voilà comment j'ai voulu mettre en place le truc, donc c'est pour ça que j'ai mis en location là-haut, j'ai mis une annonce pour louer les mètres carrés du magasin de moto en haut. Ça pourrait faire un truc super pour un mec qui est tatoueur, pour quelqu'un qui veut faire des bureaux de coworking, qui veut monter une boîte, etc., avec une entrée indépendante et tout. Il y a quand même 100 mètres carrés ou 85 mètres carrés, je crois, là-haut, avec une cuisine, salle de bain, chiottes, il y a tout. Donc t'es complètement indépendant. Et donc, bah, ça permettrait de rentrer encore un loyer en plus et de diminuer, tu vois, même si ça rentre 1 500 € ou 1 000 € par mois. Je sais pas combien ça se loue à Nantes, mais je crois que c'est dans ces eaux-là. Si tu rentres 1 000 balles par mois, bah, au lieu de payer 4 000, tu payes 3. Mais à la fin de l'année, ça fait une super différence, tu vois. Il y a ça. Ce que j'expliquais avant, le fait de vraiment facturer les heures, le fait d'avoir une gestion beaucoup plus précise de notre stock, rentrée, sortie. Donc là, maintenant, on fait des inventaires beaucoup plus réguliers. On a éliminé les choses qu'on vendait pas, les choses qui traînaient. On a fait des braderies, on a fait des soldes pour enlever les trucs qui partaient pas du tout du magasin. Donc voilà le bilan au bout d'une année. Et en tout cas, je vous expliquais aussi quelle était la cause de ce bilan qui était pas très beau au bout d'un an, malgré qu'on ait 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Donc comme quoi, faut pas avoir des paillettes et des étoiles dans les yeux quand on entend des gens qui disent ils font des millions d'euros de chiffre d'affaires avec leur société. Ça veut rien dire du tout. Et donc voilà quoi, les problèmes et les solutions. Donc ça, c'est les solutions qu'on a mis en place là très récemment. On va lancer pour 2024. Ça a tout de suite marqué, hein. Ça fait déjà 4 mois qu'on a mis en place tout ça. On le voit, on vend plus de motos, on facture toutes les heures à l'atelier. On n'a aucun client qui se plaint, mais c'est normal parce qu'en fait les clients, il y en a qui disaient rien, mais il y en a qui disaient c'est bizarre, ils me facturent pas la journée de boulot qu'ils ont passé à l'atelier, mais bon tu vois, tant mieux, toi tes clients t'as rien à dire, au contraire t'es content, tu dis putain les mecs ils sont commerçants, ça me coûte beaucoup moins cher. On a tout de suite renégocié avec nos fournisseurs, on a des meilleurs prix d'achat. Pour les motos on fera jamais des miracles. On a essayé de changer tout ça, la chose qu'on n'a pas fait encore c'est d'avoir quelqu'un qui loue l'étage. Ça a déjà changé parce qu'on a des mois qui sont vraiment énormes. En fait on a doublé le chiffre d'affaires. En moyenne on faisait, de toute façon c'est pas compliqué, hein, 1 million d'euros de chiffre d'affaires, on faisait 90 000 € à peu près tous les mois. Là, il n'y a pas un mois où on est en dessous de 200 000. Ce plan d'action, il était bon. J'ai été aidé du cabinet Firco qui nous suit pour tout ce qu'on fait pour la fiscalité, etc. Géraldine, évidemment. Romuald. Et ensemble, on a tous travaillé sur un plan d'action que j'avais imaginé moi. Eux, ils m'ont aiguillé sur plein de points. On est ressorti avec les bonnes solutions parce que, tu vois, des fois, on n'a pas toujours la voix de la raison. Mais là, quand on est plusieurs, on a tous nos avis et ils ont tous leur expérience dans leur domaine. Donc là, on va avoir un très beau bilan sur lequel on devrait faire un tout petit peu de marge parce que c'est quand même pas incroyable, mais le peu de marge qu'on fait, de toute façon, il servira à rembourser les 500 000 € d'apport que j'avais mis pour lancer le projet. Donc c'est un magasin qui dans 3, 4, 5, 6 ans continuera encore de payer sa dette et à un moment donné aura fini de payer son stock, aura fini de payer son magasin, aura fini de payer des avances, etc. Et puis sur lequel peut-être un jour je me servirai
dessus pour me prendre un salaire. Mais c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est que ça dure longtemps. L'objectif, c'est qu'au bout de 10, 15, 20 ans, ça me paye un bâtiment, qu'il y ait tout un stock qui soit payé, qu'on puisse développer, peut-être s'agrandir, peut-être en ouvrir un deuxième, etc. Alors oui, j'ai pas commencé de la bonne manière, mais je pense qu'avec ce plan d'action, on s'est bien rattrapé parce que les premiers mois de l'année sont concluants. J'espère que cette petite vidéo vous a fait plaisir. Encore une fois, j'essaye comme vous savez, c'est grâce à vous que j'en suis là. C'est grâce au fait que les gens me fassent confiance que j'en suis là. C'est aussi mes défauts et mes qualités d'être transparent et de donner tous les chiffres. On m'a beaucoup critiqué quand je disais que je gagnais 10 000 euros par mois. Alors là, aujourd'hui, je suis vite redescendu en besogne parce que quand j'ai pris les premières années d'impôts perso, j'ai complètement compris que 10 000 euros, fallait que j'arrête. Alors tout le monde gagne plus en général sur YouTube, mais tout le monde ferme sa gueule. Moi, c'est un peu l'erreur des fois que je fais d'être trop transparent. Mais j'en ai rien à foutre des critiques, rien à foutre des gens qui sont pas contents. Je continuerai à être transparent, je continuerai à vous dire la vérité, je continuerai à vous dire ce que je pense. Il y en a que ça emmerde, il y en a qui sont contents, j'en ai rien à branler. Au moins, vous saurez que je vous raconte pas de conneries parce que plus souvent, je parle des choses que j'arrive pas trop bien à faire. J'espère que vous me féliciterez quand j'arriverai un jour à vous raconter des choses qui sont énormes, où ça parle de millions d'euros. Parce que oui, à côté de ça, il y a des choses qui se passent bien. YouTube, je gagne pas mal d'argent avec YouTube. YouTube, c'est 100% de marge. Évidemment, j'ai beaucoup de charges que j'incombe à ma boîte. Mais si tu veux, rien que la vente de vêtements paye les charges de ma boîte. C'est énorme, tu vois, de gagner 35 000 balles avec YouTube. Avec Facebook, je gagne 60 000 euros. Avec Snapchat, je gagne 10 ou 15 000 euros. Donc en fait, si tu remets ça sur un truc, rien qu'avec les réseaux sociaux, je gagne 100 000 euros au moins. Donc tu vois, c'est énorme en fait. Mais bon, après, attention. Maintenant, on est 4 cadreurs. On a des PC, ça vaut 10 000 euros pièce. On a des caméras, ça vaut 12 000 euros. On a 4 ou 5 personnes à la compta. On a des stagiaires. Tu vois, je rembauche, je réinvestis dans des tanks, dans des conneries, dans des machins pour continuer à faire du truc. Donc en fait, il faut ça minimum, tu vois. Et aujourd'hui, ça me bride encore. Si je gagnais plus d'argent, je pourrais faire plus de folie, je pourrais avoir une équipe encore plus grande. Donc c'est pour ça que je travaille dur là-dessus pour que ça continue. J'espère que ça vous a fait kiffer, que je vous parle de ça. Je vous ferai évidemment un bilan 2024 sur mon magasin de moto en espérant qu'on a de la marge, en espérant qu'on a des beaux projets, en espérant qu'on aura distribué des primes à en faire dégueuler celui qui la reçoit, qu'on aura acheté un Vito de fonction à Sylvain. Enfin bon voilà, j'espère que ça vous a fait kiffer. N'oubliez pas de vous abonner les amis, bientôt 400 000 sur cette petite chaîne YouTube. C'est des petites vidéos de chill et on a plein de sujets de ouf à traiter bientôt. On a plein de choses à vous raconter. Je signe la semaine prochaine ma grosse maison sur laquelle j'ai un putain de projet à faire. Donc là je vais tout vous parler, combien ça m'a coûté, le financement, ce que je veux faire, je vais tout vous faire visiter. Le jour où j'ai les clés, j'allume la caméra les gars, jusqu'au jour où il y a des gens qui habitent dedans, etc. Je vais tout vous montrer, le domaine il est énorme et tout, c'est incroyable, je suis trop heureux, je pense qu'à ça là en ce moment. Et à mon tank évidemment, parce que je pense qu'à mon tank. J'ai plein de belles vidéos de ouf à vous faire sur le côté entrepreneurial. Au moins ici vous avez le résultat quand ça marche et surtout, pour mon cas quand ça marche pas. Allez topette! Et abonnez-vous bande de salauds, sinon on n'y arrivera pas.